Maître Gabriel, bonjour. Bonjour Raymond, ça va bien? Très bien, toi? Oui, super. On a le droit de rire, c'est le fun. Je pense que c'est super important, puis moi, ça fait partie de mon quotidien, rire, là. Fait que oui, on a le droit, puis il faut le faire, là. Excellent. Je trouve ça intéressant que tu viennes porter ton témoignage comme ça dans différentes une table ronde ici, dans un livre, sur un site Internet, Instagram ou tout ça. C'est très aidant pour les autres personnes, donc je voulais te remercier, te féliciter pour le travail que tu fais. C'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Toi, tu le fais, donc on te félicite, on te remercie. Merci. Pour moi, ça a été un thérapeutique, en fait. Là, dès que la première fois qu'on m'a appelé pour faire ça, je pense que c'était en 2014, j'avais participé à un article dans la presse. Ça m'a vraiment aidé, puis de fait de le partager sur mon Facebook, puis tu sais, de connecter avec d'autres gens, je pense que ça fait un travail immense pour les autres, puis pour soi-même aussi, de ne pas se sentir seul, là. Tu peux-tu nous parler un peu de tes projets actuels? Présentement, je marche Montréal pour la santé mentale que j'ai commencé en 2019, est en pause à cause de l'hiver, mais en fait, ce que je fais, c'est que je marche toutes les rues de Montréal une à une. Je suis pratiquement rendu à 2000 km présentement de fait, sur environ 4000. Puis comme Lisa Marie disait tantôt, l'activité pour moi physique, c'est super important. Puis pour moi, j'ai découvert ça, fait que je voulais inspirer les autres à en faire aussi. C'est vraiment pour ça que j'ai créé ce projet-là. Puis durant la pandémie, j'ai eu le temps de créer un autre projet qui s'appelle Pinceau, coup de ciseaux. En fait, on est une galerie d'art à but non lucratif qui ramasse des fonds suite à la vente des toiles pour offrir des coupes de cheveux gratuitement à des gens qui souffrent de santé mentale, de problèmes de santé mentale. Parce que quand j'étais à la clinique JAP, je voyais beaucoup de gens qui cherchaient l'argent. Puis tu sais, rendu là, ils préfèrent peut-être s'acheter de la drogue, des cigarettes ou des trucs comme ça. Puis on oublie nous. Fait que d'avoir un esthétique de soins de vie, si on peut dire, ça aide énormément aussi de se faire du bien. Fait que c'est pour ça que j'ai créé ça. Puis c'est en développement présentement. Fait que c'est pas mal ça que je fais ces temps-ci, là. C'est pas si pire. Je donne aussi des conférences, mais avec la pandémie, là, j'en ai donné une en live. Puis on ressent pas l'énergie. Fait que c'est à revoir si je vais continuer là-dedans, là, mais à suivre. Excellent. Tu as fait beaucoup de choses, dont entre autres, tu as été un lafter, tu as fait Occupation Double. Ça n'a pas nécessairement été facile pour toi, ces expériences-là. Hein? Je te dirais, Occupation Double, ça a super bien été. J'ai même terminé gagnant, super bien été. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire le LOF 2 ans par la suite. Par contre, ma mère est décédée une semaine avant le début de l'émission, puis... moi, étant fort, j'ai décidé de faire l'émission quand même, mais ça a pris 3 jours, puis j'ai fait ma première psychose en direct. Je pense que c'était à TQS à l'époque, le mouton noir de la télé. Mais c'est ça, fait que j'ai demandé aux gens à la production de quitter, que je filais vraiment pas. Veux pas, j'étais avec 12-13 personnes, je sais que le Québec regarde. Je sais pas comment dealer avec ça, fait que c'était énormément stressant. Fait que moi, j'ai dit je veux quitter, puis finalement, ça a pris comme 12 heures avant qu'ils me laissent partir à cause c'est de la télévision, etc. Fait que le stress a vraiment grossi. Puis en sortant de là, veux pas, ça a escaladé. Puis moi, quand j'ai su que je faisais une psychose seulement 2 ans après, parce que j'ai pas été diagnostiqué. J'ai fini à l'hôpital ce soir-là parce que j'étais pas capable de dormir puis que j'étais paranoïaque. Sauf que, il a pas dormi, il avait bu beaucoup de café, etc. Fait que je me suis un peu évité le diagnostic. Mais c'est vraiment 2 ans après, au Mexique, quand je suis allé avec un ami, que là, j'avais des bars, je vivais ma vie à 100 000 à l'heure, puis... cocaïne, alcool, pot, name it, je faisais un peu de tout. Puis j'ai vraiment explosé là-bas, là, déchiré mon passeport. Je me suis ramassé en prison là-bas. Puis là, c'est la fin, là, je veux dire. Mon cerveau, il a complètement déconnecté, puis il voulait pas vivre
qu'est-ce qu'il y avait à vivre. Fait qu'il est juste parti dans l'imaginaire, là, si on peut dire. Là, je me souviens pas avoir dormi en 3 semaines là, environ. Là. Je pensais que je me faisais gazer. Finalement, mon père est venu me chercher. 3 semaines après, on s'est retrouvés à l'ambassade canadienne. Prends des photos pour refaire mon passeport. La pièce, pour moi, est gazée. Fait que je suis comme ça pendant 200 photos. Finalement, il y en a une qui sort bonne. Là, mon père commence à me parler. Là. Dans ma tête, j'hallucine qu'il dit que c'est lui qui a tué ma mère. Fait que finalement, je le gifle. Il me nourrit. Ça goûtait le poison. Fait que là, je me retrouve en prison après l'avoir giflé par la suite. Par la suite, ma tante est venue me chercher pour me placer en clinique interne au Mexique. Une clinique privée là, pour que je déguerisse, si on peut dire. Puis c'est finalement en air ambulance que je suis revenu à Notre-Dame, à l'urgence psychiatrique. Puis c'est là que j'ai commencé à retomber sur terre avec la médication, etc. Puis j'ai passé peut-être un bon mois, je te dirais, en aile psychiatrique. Puis par la suite, là, c'est au moins un bon 2 ans pour réapprendre à aimer la vie, à vivre, à socialiser. C'est là que j'ai découvert la marche, pour moi, qui a été super bénéfique. Sauf que, tu sais, veux pas, moi, je suis fort, puis, tu sais, je fais pas attention à moi. Fait que, tu sais, il y en a eu des rechutes. Là, présentement, c'est probablement 5 ans sans psychose. J'en ai fait 4 au total. Je pense que j'aime ça, apprendre à la dure, mais aujourd'hui, je suis là pour prendre soin de moi, puis je suis là pour donner aussi espoir aux gens pour qu'ils prennent soin d'eux aussi, puis de donner espoir qu'on peut s'en sortir puis avoir une vie pratiquement normale, même avec un diagnostic ou même après avoir fait 1, 2, 3 psychoses. Si on prend soin de nous, si on rit, si on marche, je pense qu'on peut retrouver une qualité de vie assez facilement. Là, Excellent. Mais ce que je retiens beaucoup, là, c'est que ça a pris 12 heures avant qu'ils acceptent de te laisser aller. Parce que c'était de la TV, il fallait qu'ils te gardent là. Donc, ils ont essayé de te convaincre de continuer pareil, c'est ça? Ben, je te dirais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est habitué non plus, tu sais. Moi, je dis, tu sais, moi, je file pas, j'aimerais ça partir, tu sais. Puis là, tu sais, ils me voient tourner en rond, tu sais, j'agis normalement quand même. Finalement, je me retrouve, tous les lofters dorment, je me retrouve dans le noir avec le maître du loft. Tu m'as appelé maître tantôt, mais le vrai maître, c'est le maître du loft. Mais sans farce, tu sais, j'étais capable d'avoir des discussions, là. J'étais pas en crise, tu sais. Puis je pense qu'il faut pas oublier qu'en psychose, tu peux être fonctionnel durant des semaines, des mois. Puis tes pensées, c'est toi qui les as en tête, puis tu dis pas tout ce que tu as en tête à personne, parce que veux pas, tu es dans une période de stress, puis tu veux pas non plus avoir de l'air fou, là. Fait que ça mijote, puis plus tu attends pour appeler sur la cloche de l'aide, plus ça peut être néfaste pour toi, là. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi, là, parce que il y a beaucoup de gens qui attendent, puis plus tu attends, plus c'est néfaste pour toi à long terme, là. Puis, il y a des gens qui ont voulu banaliser un peu, dire « Ah, il prend trop de café, tu le quittes. » Donc, c'est toi qui disais ça de toi-même ou c'est autour de toi? Non, c'était vraiment mon père. Tu sais, mon père, lui, il voulait bien faire. Puis, tu sais, je me souviens même, quand on est sorti de là, il me dit « En tout cas, t'as été chanceux, tu sais, ça aurait pu être pire. Là. J'ai parlé pour toi. Tu sais, le manque de sommeil, le café. Là, on est correct. Là. » Ouais, mais tu sais, on est correct de quoi, tu sais? 2 ans après, je suis pas correct, là. Fait que, tu sais, des fois, l'espèce de « t'es correct », ça vaut mieux d'avoir le bon diagnostic au bon moment que d'attendre. Mon père voulait bien faire, puis j'en veux aucunement aujourd'hui, là. Mais la vérité, c'est qu'il faut faire attention, puis pas cacher les choses, puis pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on ressent, là. Puis ça, je pense que ça parle aussi d'un manque d'éducation par rapport à la santé mentale, parce que si les gens étaient plus éduqués par rapport à ça, si, disons, à l'école primaire, on commençait à en parler, puis les gens avaient une base, bien, peut-être que justement, c'est moi le genre de choses qu'on entendrait, tu sais, ou peut-être que les gens auraient tendance à
allumer plus rapidement. Ah, peut-être que là, la personne va vraiment pas bien parce que j'ai vu telle chose dans mes cours ou on en a déjà parlé de la santé mentale. C'est comme si c'est un sujet qui a été tellement moins traité et abordé que la santé physique, j'ai l'impression, que ça peut faire en sorte que des gens super bien intentionnés, des fois, tu sais, peuvent ne pas voir des signes pourtant évidents que la personne ne va pas bien puis qu'elle est en train, que sa vie est en train de prendre un tournant plus dramatique là, au niveau de la santé mentale. Donc, je pense que ça revient beaucoup à ça aussi, là. L'éducation. Tu sais, moi, je suis fier de mes amis qui ont des enfants aujourd'hui. Souvent, ils font écouter les trucs auxquels je participe, comme ce soir, sûrement qu'il y a des amis que leurs enfants écoutent. Puis ils font de la sensibilisation super jeune. Je pense qu'il faut en parler vraiment le plus tôt possible parce que ça fait vraiment partie. Tu sais, l'éducation physique, il n'y en a pas assez dans les écoles, mais tu sais, qu'en est-il de la santé mentale? Tu sais, c'est nos deux santé primordiales, là, tu sais. Oui, ça, puis c'est important. La prévention, c'est d'agir avant les faits. Donc, si quelqu'un a des difficultés à l'adolescence, ça veut dire que c'est pas là qu'il faut que j'en parle. Il aurait fallu que j'en parle 5 ans avant pour le sensibiliser, connaître les symptômes, que tout le monde soit à l'aise aussi de pouvoir aller vers cette personne-là puis proposer des services. Il y a quelque chose de rassurant aussi de savoir que ça existe, là, tu sais, quand t'arrives puis tu frappes un mur puis tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, j'ai jamais entendu parler de ça, moi, qu'un être humain pouvait faire ci, pouvait faire ça. Mais tu sais, quand t'es un peu au courant, OK, tu peux prendre un moment de recul, je pense, puis justement penser aux options que tu as, la marche, le rire. Et il y en a plein d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Oui, puis j'aimerais peut-être juste rajouter qu'il y a des personnes, justement, tu sais, quand je parlais tantôt de maintenir des liens sociaux, que c'est vraiment important en temps de pandémie, il y a des gens qui sont très, très seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis. Puis j'ai énormément d'empathie pour ces personnes-là parce que le confinement doit être encore plus difficile. Puis j'aimerais peut-être justement rappeler les lignes d'écoute que le gouvernement a mis sur place, de nouvelles lignes d'écoute. Il y a différents organismes aussi, si vous allez sur notre site web, qui offrent du temps d'écoute pour les personnes qui sont seules. Donc, de ne pas hésiter à faire appel à ces lignes-là et à mettre en place d'autres stratégies plus individuelles. Donc, par exemple, oui, le rire, la marche, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi pour s'aider. Donc, par exemple, ça peut avoir l'air vraiment niaiseux, mais pour les personnes qui habitent seules, le manque de contact physique peut être très, très difficile. Bien, il y a des études qui ont sorti récemment qui montrent que de s'offrir des câlins, c'est associé à une augmentation de l'ocytocine. Ça, c'est une hormone anti-stress. Moi, j'ai donné ce truc-là à ma grand-mère de 84 ans qui habite seule et elle le fait à tous les soirs et ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, j'encourage aussi les gens à le faire. Je voulais juste revenir là-dessus. Parce que je suis très consciente qu'il y a des personnes là, pour qui c'est très, très difficile là, d'entretenir des liens sociaux en ce moment. Ça, mais aussi la zoothérapie, tu sais, d'avoir un chat, un chien. Le chien, ben, tu vas le sortir, tu vas le promener tous les jours. Il te force à prendre de l'oxygène, à faire de l'exercice. Le chat, ben, c'est très affectueux. Tu vas écouter un film avec ton chat, tu le flattes, il te flatte. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une relation qui est là avec quelqu'un, l'être vivant. J'allais dire excellent encore. Mais encore? Excellent, exactement. Oui, je seconde tout ça. Il y a beaucoup d'études là, dans la littérature scientifique qui montrent que la zoothérapie, ça a des effets hyper positifs sur la santé mentale. Donc, ça peut être une autre façon de prendre soin de soi quand on est seul. J'irais plus loin aussi, le jardinage. Le jardinage? Oui, moi j'ai entendu parler de ça quand tu veux faire attention aux gens du 3e âge. Il faut qu'ils fassent du jardinage pour éviter de perdre toute leur capacité cognitive et tout ça. Et le plein air aide beaucoup. Ben oui, le plein air. Puis prendre soin de plantes, d'arbres, de regarder, voir comment tu peux les arranger ou tout ça. Tu établis une relation avec ton jardin, tu sais. Bon, il y a des pucerons, il y a des bébites qui rentrent, on fait quoi? On va consulter. Mais là, tu vas à quincaillerie, tu poses des questions pour avoir des façons d'agir avec ça. Bien, c'est une façon de rentrer en relation avec les gens. Puis tu vois les plantes grandir. En tout cas, pour moi, ça a été, quand j'étais en thérapie, moi aussi, là, j'ai eu, je pourrais aussi avoir plusieurs témoignages, mais de regarder des plantes pousser. Oui. Ça paraît bizarre, là, mais tous les jours, je regardais une plante. C'est comme si j'avais une photo mentale.
Puis là, après un mois, je voyais pendant 30 jours de temps défiler en quelques secondes la plante qui poussait. Ben, c'est une forme de psychose positive, mettons. Donc, je déconnectais un peu de la réalité, mais c'était plaisant, puis ça me faisait rire. Mais on dit ça en riant, mais c'est vrai que le contact avec la nature aussi aide vraiment beaucoup. Là, je veux dire, il y en a plein des études dans les dernières années qui montrent ça, que d'aller dans le bois, d'aller dans les parcs, puis les gens, des fois, ils disent en ville, oui, mais là, le contact avec la nature, en ville, on est tellement limité, mais dans les parcs, ça compte. Donc, aller marcher dans le parc Maisonneuve, parc Jarry à Montréal, on est quand même gâtés pour ça. Donc, de ne pas hésiter à sortir et à s'entourer d'arbres, puis de gazon, là, on le voit plus trop, là, mais... Il y en a tellement d'espaces verts à Montréal, en plus, pour avoir fait une bonne partie de la ville. Il y en a des parcs. Oui, on est très choyés pour ça. T'sais, on a le centre de la nature, on a des chevreuils à Montréal, on a des renards, toutes sortes d'animaux comme ça. Cap-Saint-Jacques pour ceux qui sont dans l'ouest. Donc, Mont-Royal aussi. Il y a les bords de l'eau aussi qui sont c'est... super pour marcher, là, qu'on oublie souvent, là, mais... Tout ça, ça peut. En fait, tu sais, ce qui me vient, c'est que toutes ces stratégies-là, les gens peut-être se disent, OK, mais ça a tellement apparent, ça veut-tu vraiment m'aider? Puis je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit essayer, puis on doit voir, mais on doit se laisser une chance de les essayer, tu sais. Puis c'est comme la combinaison un peu de tous ces ingrédients-là qui vont faire qu'on va peut-être réussir à maintenir une meilleure santé mentale aussi. C'est d'être patient aussi, si je peux me permettre, là, vraiment d'être patient. Tu as bien beau de te donner tous les meilleurs outils. Si tu n'es pas capable d'être patient, parce qu'il n'y a rien qui arrive automatiquement non plus, là. Des fois, le temps, combiné avec les actions qu'on pose, c'est sûr que tu vas finir par gagnant, mais il ne faut pas se décourager. Ça n'arrive pas tout seul non plus, là. C'est pas parce que je marche à tous les jours que je vais filer mieux du jour au lendemain, mais je me donne des outils pour aller mieux plus rapidement. Ça, puis en même temps, ben c'est ça, il faut des fois alterner. On fait de la marche pendant un mois, c'est du jardinage. Donc, de varier les choses, c'est un peu comme l'alimentation. C'est bon une pizza, mais manger de la pizza à longueur de journée, m'en est tout le temps. Donc, tu peux varier avec du pâté chinois, toutes sortes de choses bizarres. En même temps, la nature, le Québec, l'hiver fait froid, tout le kit. Donc, ton jardin, mais il y a des CD qui vendent des bruits de la nature, tout le kit. Donc, tu peux retrouver 365 jours par année, quand même, ce feeling-là d'être proche de la nature. Donc, c'est de trouver qu'est-ce qui fait du bien et tout ça. Y a-t-il des choses que tu voudrais rajouter que c'est possible de marcher l'hiver. Que sinon, mais c'est pour de vrai, tu sais, il y a des gens qui... Moi, en tout cas, j'ai attendu longtemps avant de bien m'équiper puis me dire, OK, je vais prendre une marche l'hiver. Ça se fait, là. Puis c'est important, en tout cas, pour moi de le faire. J'essaie de marcher le plus souvent possible puis d'être le plus actif possible. Puis c'est toujours ça que je vais prôner le plus dans la santé mentale, parce que pour moi, ça a été un peu la découverte de l'activité physique. Ça a été un peu ma victoire, je te dirais. Fait que c'est sûr que je vais prôner ça même avant le rire et le jardinage, je te dirais, là. Mais c'est quand même mon top 3, là. Puis c'est ça, de vraiment d'être... Tu sais, des fois, ça ne nous tente pas, puis c'est normal aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a la pandémie, il fait froid, toutes les excuses sont bonnes, mais une fois qu'on a une routine, je pense, là-dedans, c'est de retrouver ses points de repère, tu sais, de s'organiser, puis de faire en sorte que ce soit un automatisme, puis rendu là, tu ressens le bonheur que t'offre la marche ou l'activité physique, puis tu vas toujours vouloir continuer, là. Puis, je voudrais revenir sur la marche, parce que là, tu parlais que tu avais comme un club de marche, c'est ça? J'ai pas un club de marche, gabjulien.com, mais c'est ça, Je marche Montréal pour la santé mentale, en fait. C'est moi qui marche les rues une à une. OK, mais tu le fais seul? Je le fais seul. J'ai des amis qui viennent avec moi m'accompagner. Il y a des gens aussi que je connais pas qui sont déjà venus. Mais tu sais, des fois, c'est quand même un 3 heures de marche. Fait que, tu sais, j'en accepte, mais pas toujours. Tu sais, j'aime ça aussi. C'est thérapeutique pour moi d'avoir mon moment à moi.
Puis, tu sais pas comment la personne se sent. Puis, rendu là, moi, je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, à part que je suis de bonne humeur, puis je suis contagieux, je pense. Mais tu veux pas qu'on lance un appel pour dire... Ben, tu sais, j'en ai déjà organisé des journées, puis tu sais, moi, j'ai été toujours chanceux d'avoir des gens autour de moi, puis des gens avec qui marcher. Fait qu'il y a des journées que j'invitais des gens à marcher avec moi, tu sais, mais je peux pas rendre ça régulier, tu sais, je veux dire... premièrement, c'est dur à gérer. Lisa Marie qui est en plus qu'en début de... Avec Humain avant tout, tu sais, les messages que tu reçois, ça doit être... tu sais, c'est quand même dur à gérer, puis... Puis on a une équipe. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me concentre sur moi, puis je pense que si je veux aider les autres, il faut vraiment que je prenne soin de moi d'abord. Je pense qu'on oublie souvent ce petit conseil-là. Puis l'importance de prendre soin de nous d'abord avant les autres pour pouvoir peut-être mieux aider par la suite, là. Parce que sinon, tout le monde a un breaking point, là. Je te remercie infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Merci. Merci de propager le message pour avoir une santé mentale meilleure dans l'avenir. Puis, bonne soirée à tous. Merci bien pour ton implication. Ben oui, ça continue, ça lâche pas. On va voir quelqu'un d'autre qui va venir faire un témoignage. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont remonté pendant que tu écoutais notre ami Gabriel? Gabriel dit à la fin l'importance de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Moi, ce qui me vient toujours, c'est l'image, tu sais, dans les avions, quand les agents de bord vont inviter les adultes à mettre leur masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène sur le visage de leurs enfants. Bien, c'est un peu le même principe pour la santé mentale. C'est important de prendre soin de soi, de se donner de l'oxygène avant de le donner aux autres. Puis en même temps, tu sais, je pense aux parents d'enfants qui vivent quelque chose de très difficile en ce moment avec la pandémie, le confinement. Je pense aussi aux proches aidants. C'est très, très difficile. Puis ça peut être impensable de dire, bien, je vais prendre soin de moi pendant 3 semaines puis prendre soin de mes proches après. Mais parfois, c'est peut-être juste de dire, OK, aujourd'hui, je me prends 10 minutes là, pour moi. Puis si on n'est pas capable de prendre une journée, par exemple, c'est de prendre, OK, je vais m'organiser avec mon conjoint pour prendre 15 minutes de marche toute seule pour aller souffler, tu sais. Parfois, ça peut avoir l'air d'être pas grand-chose, mais c'est ça qui va faire la différence au bout de la journée puis au bout des semaines. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas encore capable de le faire, mais je suis d'accord. Il faut l'appliquer maintenant. Oui, c'est ça.